Puis, à rencontre, un des communistes les plus importants d'Italie, Bruno Trentin. Bruno Trentin a été membre du comité central du Parti communiste pendant 12 ans et aussi député de son parti avant de devenir secrétaire national de la Confédération générale italienne du travail. Il est interviewé à Rome par Denise Bombardier. Bruno Trentin, est-ce que votre adhésion au communisme a procédé d'une conversion? Ou si vous avez été éduqué communiste? Non, je n'ai pas été éduqué communiste. Et je ne crois pas qu'il s'agissait d'une conversion. Je n'ai pas été éduqué communiste parce que j'ai été éduqué dans une autre tradition. Et moi-même, je me suis détaché de cette tradition qui est une tradition laïque. On pourrait dire aujourd'hui radicale. Je me suis détaché des traditions sans adhérer au Parti communiste, mais en cherchant moi-même mon propre itinéraire. Par exemple, j'ai eu une période de ma jeunesse où j'étais anarchiste. Et je suis arrivé à une adhésion au Parti communiste, je crois, beaucoup plus avec un effort de rationalisation et de recherche d'efficacité même de mon action politique que par une conversion. Durant votre jeunesse, vous avez dit j'ai été anarchiste, je l'ai regardé à un moment donné, du côté de l'anarchisme. Est-ce que vous avez été attiré par le catholicisme? Vous êtes italien, je veux dire, le catholicisme est une réalité bien vivante ici. Oui, je suis italien, mais d'abord je suis né en France et ma famille et surtout mon père étaient d'une tradition, justement, comme je vous disais, laïque, qui avait en quelque sorte rompu déjà avec le catholicisme. Ce qui ne veut pas dire que vous, dans votre adolescence, vous n'ayez pas été tenté. Mais vous ne l'avez pas été. Si, je l'ai été, je crois, comme presque tous les adolescents. Je l'ai été plus par peur d'exclusion, je crois, que par une vocation réelle. Mais il est certain qu'à un certain âge, j'ai senti le besoin de m'insérer dans une expérience comme l'expérience catholique. Ça a été une expérience très brève pour moi, mais qui, je crois, sans sous-estimer d'aucune façon l'importance qu'a représenté et que représente le catholicisme, par exemple, même dans la construction d'une conscience morale parmi les jeunes en Italie. Dans mon cas, je crois que l'élément dominant était quand même un sentiment presque d'exclusion. Le fait de ne pas être catholique me pesait trop et j'ai senti un besoin d'identité, de ce point de vue-là, un besoin de conformisme. Qu'est-ce qui a le plus influencé votre morale? Est-ce que c'est le fascisme? Ou la réaction au fascisme, bien sûr? En partie certainement, même si personnellement, je n'ai pas été une victime du fascisme. Je me considère, comme disait un de mes amis, un persécuteur et pas un persécuté du fascisme. Je veux dire que je suis né en dehors du fascisme, je suis né en France. Et parce que votre famille a quitté le fascisme, non? Ma famille a certainement, et mon père a certainement payé son dû à la dictature fasciste. Et il a dû abandonner pratiquement toute son activité. Il était professeur universitaire, il était député. Et en refusant de jurer la fidélité au régime, il a par là même renoncé à toute activité professionnelle pour pouvoir conserver sa liberté de penser. Et il a choisi la voie de l'exil. Comme par la suite, il a payé sa dette en termes de prison
Et il est mort en prison, je crois. Et il est mort, disons, dans une clinique surveillée par la police, oui, et par la police fasciste et par les Allemands à l'époque. Et vous étiez avec lui, je crois. J'étais avec lui en étant moi-même dans un état intermédiaire, c'est-à-dire que j'étais sorti de prison et j'étais pratiquement libre sur la parole, dans le sens que je dépendais en définitive de mon père. Quel âge aviez-vous à l'époque? J'avais 16 ans et demi. Et vous aviez déjà fait la prison à 16 ans et demi? J'avais déjà fait la prison même avant. J'avais déjà fait la prison à 15 ans et demi en France. Détenu par le gouvernement de Vichy? Oui. Est-ce que vous diriez que c'est ce moment-là de votre vie qui a marqué toutes vos options dans l'avenir? Oui. Ce moment-là et ce qui vient après, c'est-à-dire la participation à la résistance et à une résistance qui avait des caractères assez particuliers, je crois, qu'a eu la résistance italienne, c'est-à-dire ce n'était pas seulement un fait de clandestinité, comme cela a été surtout dans d'autres pays de l'Europe occidentale, je veux dire d'activités clandestines et secrètes, mais ça s'est exprimé aussi par des grands mouvements de masse armés. Je crois que l'Italie, avec la Yougoslavie, a été le seul exemple en Europe de guerre de libération au sens propre du terme, avec des milliers d'hommes, de jeunes surtout, qui avaient constitué des formations militaires au sens propre du terme. Et certainement, c'est dans cette expérience que je crois l'essentiel de ma vie a été en quelque sorte dessiné. Est-ce que dans votre esprit, à ce moment-là et après, un certain catholicisme italien a été nécessairement associé au fascisme? Un certain catholicisme, certes. Les responsabilités de l'Église étant très graves dans le phénomène du fascisme et dans l'appui que le régime fasciste a donné au nazisme. Je suis beaucoup moins généreux personnellement que d'autres, par exemple dans l'évaluation des responsabilités du Vatican, dans les persécutions antisémites en Europe. Je crois que ces responsabilités restent très lourdes, malgré l'activité extrêmement importante que certains prélats et certaines forces de l'Église ont développée pour la défense non seulement des Juifs persécutés, mais aussi, il faut le dire, de résistants. Mais cela n'était pas l'image que l'Église officielle donnait. Ce qui fait que pendant une certaine période, sans aucun doute, moi-même j'ai été marqué par cette identification qui était populaire entre une certaine Église et un régime que l'on identifiait avec la négation de la liberté. Vous avez adhéré au Parti communiste en 1956, je crois, autour de... Oui. Comment avez-vous pu adhérer au parti, sachant ce que vous sachiez, puisque vous avez dit que vous étiez au courant, vous connaissiez les camps, le stalinisme n'avait pas de secret pour vous. Comment, en dépit de cela, avez-vous décidé d'adhérer au Parti communiste? J'ai adhéré au Parti communiste avant 1956, et pour être exact, j'ai adhéré au Parti communiste en 1950. Ce qui veut dire deux choses. D'abord que certains de ma génération ne pouvaient pas ignorer, en tout cas ce n'était pas mon cas, qu'il y avait un problème. C'est-à-dire que le stalinisme ne pouvait pas être certainement identifié avec la meilleure des solutions possibles. Des gens comme moi avaient lu Kessler, avaient lu des rapports, avaient lu des documents qui étaient du reste publiés sur les procès de Moscou dans les années 30. Et nous ne pouvions pas ignorer, en tout cas ce n'était pas mon cas, les contradictions tragiques qu'exprimait alors le régime qui existait en Union soviétique. Ce qui ne veut pas dire que nous étions pleinement conscients des implications de ces contradictions.
j'ai été moi-même évidemment surpris et bouleversé par les révélations, par exemple, du 20e congrès en 1956. Ça a été une surprise pour vous? Ça a été bouleversant parce que, je ne dis pas justement une surprise, parce que je pensais, comme beaucoup d'autres, qu'il y avait des problèmes. Je n'avais absolument pas la notion de la dimension des conséquences de ces problèmes. Il y avait le problème d'une direction autoritaire de la société, il y avait les problèmes de l'absence totale de la société civile dans la vie des pays socialistes de l'Est. Il y avait le problème créé par le caractère purement formel, sinon mystificatoire de la démocratie socialiste. Ça, j'en étais bien conscient. Est-ce que vous avez été ébranlé à ce moment-là dans vos convictions profondes? Autrement dit, est-ce que vous avez pensé quitter ou abandonner le parti? Non. Pourquoi? Non, parce que je crois en raison du fait, justement, que mon choix n'a pas été ce qu'on appelle une conversion. Mais c'était le choix de militer dans un mouvement dont je voyais toutes les limites, les contradictions, mais aussi les grandes possibilités d'évolution. Ça ne vous gênait pas d'être dans un parti au nom duquel on avait tué tant de gens? Ça m'imposait de lutter contre les positions, contre les idéologies et même contre les hommes qui revendiquaient en quelque sorte la légitimité des actions. Et après, entre 1956 et, disons, le printemps de Prague? Eh bien, je crois justement que, pas seulement pour moi, pour beaucoup d'hommes, par exemple dans le Parti communiste italien, la présence dans ce parti était justifiée par le fait que c'était une présence militante, justement. Militante dans le sens qu'elle n'était pas faite d'adhésion passive, mais de lutte politique, d'action politique, pour accélérer les éléments de libération qui étaient, à mon avis, contenus même dans les objectifs du Parti communiste, mais qui avaient été certainement comprimés et bafoués par une vision très idéologique et en définitive autoritaire de la transformation de la société. Et vous n'avez jamais eu le sentiment, en restant dans le parti, de participer à cette vision autoritaire? Parce que le Parti communiste italien n'a pas fait son autocritique tout d'un coup il y a quelques années. Non, il l'a fait par étapes, parce que les autocritiques ne se font pas, dans le cas d'un parti qui n'est pas religieux ou qui essaie de ne pas l'être, ne se fait pas par révélation. Elle se fait évidemment à travers un processus extrêmement douloureux qui est fait justement de lutte, de conflit. La chose importante à dire, c'est que pas seulement dès 1956, mais avant 1956, cette lutte avait commencé. Et dans cette lutte, je me sentais engagé. Tout en me sentant solidaire, je veux le dire, avec les gens avec lesquels je me confrontais, je luttais. C'est-à-dire solidaire même de responsabilités que personnellement je n'aurais pas assumées, mais que je sentais être le résultat aussi d'erreurs dont je faisais partie. Est-ce que vous aviez des problèmes de conscience personnelle? Oui, et je les ai toujours. C'est-à-dire? C'est-à-dire, je crois que toute une période dans laquelle, pas seulement le Parti communiste, mais les grands partis, et j'allais dire même les grands phénomènes organisés de la société, y compris l'Église, ont considéré en quelque sorte, dans les faits, la morale et les problèmes de conscience individuelle comme des problèmes dérivés d'une option politique, ou pire encore d'une idéologie, d'une conception du monde. Cette période me semble tout à fait révolue, dans le sens qu'elle est que cette façon de situer la morale individuelle par rapport à la politique est entrée en crise de tous les points de vue. Et mon parcours individuel dans ce point de vue-là n'est pas du tout original. Il est le même, je crois, de celui de millions de personnes. Les problèmes de la morale, de la conscience individuelle
non seulement ont repris leur autonomie, mais en quelque sorte ont repris le dessus. On pourrait dire que toujours plus maintenant, contrairement à la vieille idéologie machiavélique, mais qui n'a rien à voir avec Machiavel, selon laquelle les fins justifient les moyens et par conséquent la morale doit s'adapter en définitive aux grands objectifs finaux, c'est la morale qui toujours plus tend à produire la politique. C'est le développement, l'évolution même de la morale individuelle, et par là de certaines tendances de morale collective qui transforment la politique. Ce qui veut dire, quand on vous suit, que quand on est communiste, on ne peut pas vivre quotidiennement comme si on ne l'était pas. Qu'est-ce que ça change dans ses rapports avec les gens? Non, cela veut dire que quand on est communiste, mais dans ce cas-là, comme quand on est de notre parti, il y a une évolution de la conscience individuelle et une évolution de sa propre morale qui ne peut pas être subordonnée aux orientations politiques qui sont données a priori par un parti. Oui. Ça veut dire qu'il y a une autonomie de la conscience morale. Mais il n'y a pas une morale communiste. Il n'y a pas de morale communiste. Non. Heureusement, on croyait qu'il y en avait. Il y a des morales individuelles qui évoluent et qui transforment la façon d'être du Parti communiste. Ce qui est c'est une révolution copernicienne, c'est un renversement total des valeurs. Et de la perception de ce qu'est le communisme. Exactement. Mais vous dites qu'il n'y a pas de morale communiste et vous avez dit tout à l'heure le Parti communiste comme d'autres partis. C'est donc que pour vous, parce que pour beaucoup de gens, le Parti communiste, même en Italie, ça n'est pas un parti comme un autre parti politique. Pour vous, c'est un parti comme les autres. Non, ce n'est pas un parti comme les autres, comme constatation de fait. C'est-à-dire, c'est un parti qui, pour une série de circonstances historiques, là aussi par révélation, a conservé des caractères qui me semblent encore relativement plus vitaux que d'autres formations politiques. Mais c'est une pure comparaison momentanée qui peut très bien être démentie demain. Ce que je ne crois pas, c'est à une diversité, comment dire, ontologique, on dirait en philosophie, une diversité dans la nature du Parti communiste. Je crois que ce serait même assez dangereux d'imaginer, pour n'importe quel parti, là encore, une espèce d'investiture au droit divin qui le fait différent a priori d'une autre formation. Mais est-ce que ce n'est pas au nom de cela et de cette conception du parti, qui n'est pas celle que vous êtes en train de décrire, qu'on a tué tant de gens? On n'a pas vu ça dans les partis pragmatiques qui se définissent comme pragmatiques. N'ont pas cette histoire. Ça aussi, je crois que, hélas, ça peut se discuter. Dans le sens que beaucoup de partis, même très pragmatiques, ont eu des histoires extrêmement douloureuses et dramatiques. Certainement, les partis communistes l'ont connu beaucoup plus que d'autres. Et ils l'ont connu beaucoup plus que d'autres dans la mesure où la conception même du parti a été en quelque sorte divinisée, c'est-à-dire l'instrument a vraiment assumé son autonomie par rapport à l'objectif et même par rapport aux forces sociales qu'il voulait représenter. Dans la mesure où un parti communiste était identifié comme, non seulement comme le représentant d'une classe ouvrière, qui du reste elle-même était en grand changement, mais comme le microcosme de la classe ouvrière, en quelque sorte son essence. Dans cette mesure, tous les dangers de dégénération, d'arbitraire étaient possibles. Et c'est là où je crois qu'une comparaison avec un phénomène comme celui de l'Église est justement possible. Là, au moment où l'Église acquiert ou pense d'acquérir son autonomie, par exemple, par rapport à la masse des fidèles qui en font la raison d'être. Vous avez dit tout à l'heure, il n'y a pas de morale communiste. Sur quoi s'appuie votre morale, puisque vous n'êtes pas croyant? Elle s'appuie sur... Vous avez l'air étonné de la question. Sur mon expérience individuelle et sur ce que, au cours de ma vie, j'ai appris aussi des autres.
Quelles sont les valeurs les plus fondamentales pour vous? Des valeurs qui sont devenues, qui tendent à devenir un patrimoine commun, comme d'abord le respect de la personne sous tous ses aspects, dans sa grande complexité. Le respect de la personne et la défense des possibilités créatrices de l'individu. Donc des valeurs essentiellement individuelles. Oui, bien sûr. Mais ça, je me sens de ce point de vue-là, par coïncidence, tout à fait marxien, sinon marxiste, dans le sens où vraiment c'est le problème de la liberté et de la liberté de l'individu créateur qui est de nouveau posé comme la question fondamentale. Et personne ne peut se substituer à cet individu pour interpréter ses besoins, ses interdits. C'est au contraire l'individu et le nombre d'individus qui, en évoluant, dictent ses besoins, ses interdits aux institutions politiques. Est-ce que ces valeurs ont toujours été vôtres? Ou si vous n'avez pas été plutôt tenté par les valeurs plus collectives? Certes, plus que maintenant. Il y a une période certainement de ma vie où les valeurs collectives me semblaient plus importantes, sans que jamais, je crois, mais ça je le dois beaucoup plus à ma tradition, à mon éducation, à ma famille, à mon père, le problème de la liberté individuelle ne soit relégué à un deuxième plan. Ça, je ne l'ai jamais vécu comme tel. Est-ce que vous vous sentez près ou loin de ceux qui sont croyants, des chrétiens en particulier? Est-ce que leur sensibilité est proche de la vôtre? Je la sens très proche de la mienne, surtout au moment où cette sensibilité se fait, comme elle s'est faite dans des périodes très importantes pour l'histoire de la société. Je pense, période même très récente, d'il y a 4 ou 5 ans, où elle se faisait recherche. J'allais dire recherche laïque, justement, par exemple, des nouvelles dimensions de la personne. Et là aussi, je crois qu'à côté de mon expérience dans la résistance, l'expérience que j'ai pu vivre dans le mouvement syndical avec des forces d'inspiration chrétienne et catholique a été déterminante, même dans ma morale, dans la formation de ma morale et de ma conscience individuelle. Mais justement, là, au moment où on pourrait faire une comparaison avec l'expérience que, par exemple, des communistes ont faite dans ce sens, certaines valeurs fondamentales étaient remises en question, non pas pour les nier, mais pour les expérimenter. Par exemple, au moment où toute la tradition chrétienne, ou d'un certain christianisme, du personnalisme, de la solidarité, de la notion de communauté, comme notion différente de celle de collectivité, était remise en question pour en évaluer les nouvelles dimensions, les nouvelles possibilités d'évolution. C'est à ce moment-là où, du reste, la pensée, la culture catholique et chrétienne, à mon avis, a donné les plus grandes contributions à l'évolution de la morale contemporaine. Puisque vos valeurs sont plus individuelles qu'elles ne l'étaient avant, est-ce que vous diriez que vous êtes un homme plus inquiet maintenant? Oui, bien sûr. En assumant l'inquiétude comme un élément essentiel, dynamique, créateur, justement, même d'une recherche politique. C'est plus difficile à vivre inquiet qu'avec la sécurité d'une idéologie. Ça, sans aucun doute. Mais c'est beaucoup plus enrichissant, en définitive. Parce qu'au moment de la crise des idéologies, et les idéologies sont destinées à entrer en crise périodiquement, c'est justement le drame total où l'identité qui s'établissait entre l'individu et l'idéologie se traduit dans une identité entre l'individu et le néant. Ce qui explique du reste le caractère extrêmement dramatique de certaines crises idéologiques qui deviennent des crises existentielles. Je crois qu'il faut vraiment essayer des voies tout à fait différentes dans la pratique politique, dans la pratique religieuse. Vraiment une approche laïque
au problème de la connaissance et au problème de la vie quotidienne. Et dans cette perspective, est-ce que l'idée de la mort est une idée qui est différente maintenant? Évidemment, vous êtes plus âgé que Oui, d'année en par année, conséquent. alors par conséquent, l'idée de la mort. Mais est-ce que dans cette perspective-là, justement, du changement de valeur chez vous, l'idée de la mort est une idée qui maintenant est très différente? Je crois que de ce point de vue-là, non. Parce que peut-être un élément ou une intuition qui était propre à beaucoup de non-croyants se précise et se fait plus net avec le temps, justement à mesure que les problèmes de la morale et de la conscience individuelle se posent en termes plus laïques. C'est-à-dire que le problème de la mort s'associe toujours moins avec le problème, comment dire, du devenir de la société, et toujours plus avec ce que la contribution de chacun peut donner et peut rester comme signe de sa propre présence, de son existence. Son témoignage, si on veut. Est-ce qu'il vous arrive d'envier les croyants face à la mort, par exemple? Non. Non, je sens avec eux cet élément de solidarité, je crois, dans l'importance du témoignage que chacun de nous peut donner aujourd'hui. Dans la mesure où ce témoignage a un minimum de validité, et il peut l'avoir dans ce qu'il y a de sincère et de désintéressé, ce témoignage restera comme une très petite chose, mais peut rester au-delà de la mort. Bruno Trentin, je vous remercie. Rappelons que Bruno Trentin a été membre du comité central du Parti communiste italien de 1960 à 1972 et a aussi été député de Tarente avant de devenir secrétaire national de la Confédération générale italienne du travail. Bruno Trentin est l'un des plus importants militants communistes italiens. Mardi prochain à la même heure, Marie-Hélène Mathieu, éducatrice spécialisée, posera la question « La souffrance a-t-elle un sens ?»